Compose, épisode 32. De manière générale, parfois, si j'ai pas envie de cuisiner pendant 2 semaines, je cuisine pas. Tu vois, je crois que c'est un métier où je dois vraiment m'écouter parce que si je le fais par obligation, en fait, ça va se ressentir. Ouais. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Et peut-être que tu tiendras pas sur la longueur. Voilà. Et après aussi, c'est juste que c'est un travail qui est très, très créatif. Donc, tu vois, là, par exemple, j'ai tout donné pour les fêtes de fin d'année. Autant te dire que je suis crevée. Je sors d'un Covid, c'est un peu compliqué. Là, je sais que ça fait 3 semaines. Je pense que je suis pas retournée en cuisine, que j'ai pas fait un shooting, que j'ai pas... Ou alors vite fait 2-3 photos de mon sapin, tu vois, mais j'ai pas créé un gros bazar. Et c'est OK, tu vois, parce qu'en fait, mon cerveau, il a aussi besoin de se reposer. Et que si je force tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment... pas que j'aurais plus d'idées, parce que j'ai trop d'idées, mais je crois que mon cerveau peut vraiment faire un meltdown, et là, ça peut vraiment partir en autre boudin, quoi. Premier épisode de 2023. Alors avant tout, je tiens à vous souhaiter une très belle année. Et pour bien la démarrer, je suis heureuse de recevoir Marie Gourmandise, blogueuse, styliste culinaire et créatrice de contenu. Ensemble, on a parlé de sa passion pour la cuisine transmise par sa grand-mère, de la naissance de Marie Gourmandise, du Blog Award qu'elle a gagné, de la période où elle cumulait 2 jobs à temps plein en étant maman, de son authenticité, d'Instagram, de ses enfants qu'elle a décidé de ne plus montrer sur les réseaux sociaux, de ce qu'elle partage ou non, du jour où elle a décidé de quitter son autre job qui ne lui correspondait plus, de sa multipotentialité. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Marie d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir. Tu es donc créatrice de contenu, styliste culinaire, tu as un blog aussi de cuisine. Ouais. On va parler de tout ça. Ouais. Mais d'abord, on va revenir un peu au tout début. OK. Comment est né ton intérêt pour la cuisine ? Alors, mon intérêt pour la cuisine, comment est-ce qu'il est venu ? Je crois en fait tout naturellement quand j'étais petite, parce que j'avais une grand-mère qui cuisinait beaucoup et j'adorais. Voilà, déjà manger, on se ment pas. Et puis j'aimais bien voir comment ça se fabrique un plat, tu vois, parce que tu as des carottes et puis pouf, ça fait un plat mijoté. Tu vois, mais d'où ça vient, comment et tout. Et donc je passais beaucoup de temps en cuisine avec ma grand-mère. Et puis après, naturellement, tu vois, je suis partie en Côte, à l'Unif, puis j'ai eu mon appart et voilà, les raviolis en boîte, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, il fallait commencer un peu à épater tes potes et tout. Et donc voilà, donc tout est venu un peu naturellement, je pense, peut-être de manière un peu plus passionnée, mais pas tant que ça en fait, parce que moi, il fallait toujours que ce soit assez rapide et bon surtout. Et tu parlais de tes potes, t'as toujours aimé cuisiner comme ça pour les autres, pour les grandes tablées ? Oui, parce qu'en fait, quand tu cuisines pour toi tout seul, ok, c'est hyper chouette, tu fais une belle présentation, mais il n'y a personne qui le voit, tu vois. Donc oui, c'est cool, mais tu manges pas de la même façon, ou tu présentes pas un plat de la même façon, je pense, si tu le fais pour toi tout seul, ou si tu le fais pour ton amoureux, ou pour ton mari, pour tes enfants, ou pour tes amis, tu vois. Je trouve qu'il y a toujours une manière de présenter qui est un petit peu différente que si t'étais tout seul, quoi. Et puis un jour, tu as décidé de publier ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment c'est né ça ? Alors ça, en fait, si tu veux, c'est l'histoire, je crois que je l'ai racontée 25 000 fois. Oui, désolée de te la demander c'est encore. pas grave. Mais en gros, je m'étais blessée à l'épaule. Et donc, je travaillais dans le pharmaceutique avant. Donc, rien à voir. Non. Et donc, j'ai dû être immobilisée chez moi pendant 6 semaines. Et 6 semaines, c'est très long. Et donc, il y avait j'ai commencé à cuisiner, normal. Et puis, en fait, il y avait une toute petite application qui venait de sortir, qui était vraiment pas connue, parce que tout le monde était sur Facebook, et ça s'appelait Instagram. Et en fait, Instagram, on l'utilisait uniquement pour mettre des filtres photos, et après, on postait la photo, je me souviens, sur Facebook, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, voilà. Et donc, moi, je laissais, en fait, ces photos sur Insta, et puis, en fait, de fil en aiguille, je commençais à avoir des likes, et puis des commentaires, et puis est-ce que tu veux bien partager ta recette ? Et moi, je prenais au jeu, j'avais que ça à faire de toute façon pendant 6 semaines, donc je fais, ok, pas de souci. Sauf que les téléphones, les smartphones à l'époque, ils n'étaient pas aussi géniaux que ce qu'on a maintenant, donc écrire les recettes avec 2 pouces, c'était un petit peu fastidieux. Et donc là, j'ai commencé à créer un blogspot. Attention. Ouais, ça aussi, ça date. Ouais, ça date. Et c'était sur Belgacom. Donc, j'avais une espèce d'adresse kilométrique sur Belgacom. Et Belgacom à l'époque, parce que maintenant, c'est plus ça non plus. Et voilà. Et puis, un jour, via Instagram, il y a une marque qui me contacte pour dire, écoute, voilà, on lance un concours. Et le gagnant... Donc, il fallait créer une recette. Et le gagnant du concours...
aura sa photo, son site internet et sa recette à l'arrière des paquets de salade dans tout le Benelux pendant 1 an. Moi, je me fais... Attends, jamais je le gagne, mais ok, allons-y, de toute façon, j'ai que ça à faire de nouveau. Et sauf que je l'ai gagné, en fait, ce concours. Voilà. C'est énorme. Et c'était... parce que du jour au lendemain, en fait, je me suis dit, mais j'ai pas de site internet, j'ai pas de nom de scène, parce que j'avais juste mon nom de famille, mais ça voulait rien dire. Non, je crois que même mon premier pseudo, c'était Marichou. Un truc ridicule sur Instagram. Parce que c'est comme ça que mes potes m'appelaient. Et donc, du coup, j'étais genre, mais je peux pas m'appeler Marichou. Enfin, ça va pas et tout. Et donc, en une soirée, j'étais chez ma sœur et on a créé mon site internet, toutes les deux. Parce qu'elle bidouillait un peu les sites et le graphisme. Et moi, je bidouillais toutes les photos et les textes et les machins. Et donc, on a créé ce site... Et puis, il fallait trouver le nom. Et puis, j'ai fait... qu'est-ce que j'aime bien Et puis, j'ai fait Gourmandise. Marie Gourmandise. Ok, allez, on y va. C'est bon, on arrête de réfléchir. On n'avait pas le temps. Et voilà. Et c'est comme ça que Marie Gourmandise est née, quoi. C'est excellent. Ouais. Et quand la marque, justement, te contacte, à ce moment-là, tu penses quoi? Enfin, t'es un peu fière quand même que déjà, si tôt, une marque vienne vers toi? Mais alors, en fait, déjà, c'était pas après 6 semaines. Hein, je crois que c'était peut-être après 3-4 mois, un truc comme ça. Oui, moi, je connaissais pas ce milieu-là, je connaissais pas ce monde-là. Enfin, pour moi, les filles qui étaient sur Instagram ou même pas, parce qu'à l'époque, Instagram, c'était même pas Instagram. C'était vraiment genre tout le monde avait un blog. Et c'était des filles qui travaillaient dans la mode, tu sais, qui présentaient leurs vêtements, leurs tenues et tout. Ou alors, t'avais vraiment des blogs culinaires, mais genre marmiton, quoi, tu vois. Enfin, c'était pas aussi cool enfin, pas cool, parce que je veux pas dire que je suis cool, mais c'était pas aussi tendance, voilà, plutôt dire ce mot-là. C'était pas aussi tendance. Et donc, du coup, j'ai pas compris. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on vient me chercher moi? Et en fait, il y a un truc, c'est que j'étais un peu dans le yes day, tu vois, donc je disais oui à tout, parce que j'étais de toute façon, j'ai rien à perdre, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai rien, donc let's go, quoi. Je veux dire, j'avais vraiment, c'était un tout nouveau monde qui s'ouvrait à moi, et j'avais décidé de saisir chaque opportunité sans me prendre la tête, en fait. Et donc là, on était en 2015, et la même année, tu reçois aussi un Blog Award. Ouais. Ça aussi, c'est quand même une petite consécration rapide. Complètement. Non, mais c'est complètement surréaliste parce que donc, je reçois ce Blog Award. Donc, déjà, je suis nominée. Donc, moi, je fais un peu genre nommée. Je crois qu'on dit nommée. Je suis nommée et tout. Donc, je fais, mais sérieusement, quoi. Et puis, à côté de moi, il y a des très gros noms quand même de blogs et tout. Et donc, je me dis, ben, jamais je gagne. C'est bon. Et je me souviens même, il y a un pote, donc c'est Ben Carion, qui me dit parce que je voulais pas aller à la soirée parce que je fais de toute façon je vais pas gagner, on s'en fiche quoi. je vais pas aller me planter là. Il fait mais si tout Marie, il faut y aller, tout tu vas voir, je suis sûre que tu peux gagner, tout on y va. Et je bon bah ok, j'y vais quoi. Et en fait j'ai gagné et j'étais un peu genre, mais même encore maintenant je me souviens de ma tête en me disant punaise, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné, oh putain c'est moi qui ai gagné. Genre je comprenais pas quoi, j'ai vraiment mis du temps et tout à comprendre ça, mais c'était vraiment très très chouette. Et c'était une année franchement complètement folle en fait, parce que j'étais ce que j'appelle le premier Y de ma vie, tu vois, où c'était genre j'avais toute ma carrière dans la délégation pharmaceutique et enfin voilà, donc tout s'enchaînait très très vite. J'avais une bonne place, j'avais un bon salaire, j'avais tout ce qu'il fallait, hein. Franchement j'avais la belle voiture, le machin, enfin le whole package, golden package quoi. Et puis, de l'autre côté, on me propose un chemin ultra créatif, ultra cool. Enfin, vraiment, genre, j'avais des paillettes dans les yeux, tu vois. Donc, j'avais ma sécurité à droite. Et puis, toute ma création à gauche. Et j'étais genre, qu'est-ce que je fais? Et la même semaine, en fait, où je gagne ce Blog Awards, il y a un éditeur qui me contacte pour écrire un livre. Et je reçois un contrat pour partir dans une nouvelle boîte pharmaceutique. 3 trucs en même temps. Ouais. Donc, j'étais un peu genre, what? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, en fait, j'ai flippé. J'ai vraiment flippé parce que j'avais 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ok, je peux pas tout plaquer comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même que je garde en tête que j'ai aussi envie de fonder une famille, que je vais sûrement rencontrer quelqu'un. J'espérais beaucoup à l'époque. Mais donc, tu vois, je me disais, je peux pas me mettre maintenant comme indépendante parce que j'avais déjà été indépendante dans le passé et je connaissais les difficultés. Et donc, je voulais juste m'assurer quand même un petit peu de sécurité financière pour le futur, pour juste bien démarrer, quoi. Et donc, j'ai fait, OK, bah, tant que je peux le faire, je continue à tout faire en même temps, quoi. Donc, en gros, pour moi, pendant
jusqu'en 2019, en fait, jusqu'à la naissance de Maxime, j'avais vraiment 2 full-time jobs, quoi. Ah oui. Donc 3, même si tu comptes le rôle de maman. Mais donc j'avais vraiment 2 full-time jobs dans ma vie, quoi. J'avais la délégation pharmaceutique, le blog et mon rôle de maman. Et comment tu t'en sortais? Comment t'arrivais à t'y retrouver avec tout ça? Alors, je suis quelqu'un de ultra organisé. Vraiment. Je pense que c'est ça qui me sauve. Parce que même si j'ai l'air très cafouillis et partir dans tous les sens, parce que je suis multipotentielle, donc je suis vraiment genre... Ouh. Moi, c'est vraiment... Mon cerveau, c'est un arbre, quoi. Et donc, du coup, en fait, je sais canaliser ma vie professionnelle. Et donc, genre, je me levais très tôt le matin. Je partais parfois à 6h15 de la maison, 6h30. Enfin, de toute façon, je dormais pas parce que j'avais des jeunes enfants. Mais même avant de les avoir, en fait, je me levais très tôt et je terminais de... Comme j'étais pas en bureau, j'étais sur la route. En fait, j'avais une moyenne de médecins et de pharmacies à visiter tous les jours. Et donc, je les faisais très rapidement le matin. Et en général, vers 13h, 13h30, j'avais terminé. Et là, en fait, je pouvais enchaîner ma deuxième journée jusqu'à 16, 18h, quelque chose comme ça. Donc, en général, c'est comme ça que je faisais... Voilà, parfois, je travaillais aussi dans les salles d'attente parce qu'on avait quand même les iPads, etc., donc les connexions. Donc, moi, j'écrivais mes recettes dans les salles d'attente. Enfin, voilà. Donc, tu vois, je trouvais vraiment je bidouillais un peu comme je pouvais, quoi. Et qu'est-ce qui plaisait d'après toi? Comment t'expliques qu'un éditeur te contacte, qu'il y a ce Blog Award? Qu'est-ce qui plaisait dans ce que tu partageais? Ben, je crois sincèrement, en fait, que c'est quelque chose qui a été tellement pas calculé. Tu vois, je crois que j'ai été tellement sincère et authentique dans ma démarche, dans le sens, les gars, je suis en train juste de créer quelque chose devant vous, pour vous. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais j'y vais, quoi. Et je crois que ce côté-là, ce côté authentique, sincère, c'est quelque chose qui a vraiment plu. Moi, j'ai jamais triché, par exemple, dans mes photos. J'ai jamais, même dans mes livres de cuisine, j'ai toujours voulu que la recette, enfin, le rendu final soit le même rendu que ce que les gens aient chez eux. Donc, je commençais pas à pimper, à mettre du maquillage ou du cirage sur mon poulet pour qu'il ait plus rôti. Ou... Oui, non, mais il y en a, tu vois, ou lustrer les aliments avec de la paraffine ou de l'huile, tu vois. Donc, en fait, c'est dégueu après, tu vois. Non, moi, je pars du principe que le shooting, je le mange après, quoi, parce que je jette pas la nourriture. Donc, j'ai toujours été très sincère et authentique, et je pense que c'est ça que les gens, ils ont juste apprécié. Et puis, peut-être aussi pas la success story, parce que j'estime pas que je sois une success story, mais le côté genre, j'ai créé un truc comme ça, et en fait, les gens me suivent parfois depuis 8, 9 ans, tu vois, qui me disent « Oh, et tout, je me souviens quand t'as rencontré ton barbu. » Je fais « Oh, purée, vous êtes là depuis là. » Donc, et même, il y en a qui sont là depuis vraiment le tout début du blog, donc c'est vraiment, enfin, c'est ultra mignon, quoi. Il y a vraiment une réelle unité qui s'est créée à ce moment-là, quoi. Et justement, oui, comment t'es passée du fait de partager uniquement tes recettes à montrer un peu plus aussi ta vie, ou en tout cas ce que tu voulais en montrer? Ce que je voulais en montrer, oui. Alors en fait, si tu veux, j'ai suivi un petit peu aussi les tendances sur Instagram. C'est-à-dire qu'à la base, Insta, c'était uniquement des posts. Et puis après, ils ont ouvert des vidéos. Et puis, ils ont ouvert des stories. Et c'est vrai qu'en fait, le côté story, qui a un côté un peu éphémère, permet de montrer un peu plus le behind the scenes, je trouve, qui est important, tu vois, parce que en fait, c'est très chouette de voir des jolies photos de nourriture et tout, mais quand tu sais pas ce qu'il y a derrière, bah, c'est difficile un petit peu de t'identifier, je trouve, aux gens. Mais ça a été aussi compliqué parce que moi, je suis quelqu'un d'assez pudique, de base, donc j'aime pas trop parler de ma vie privée, de mes problèmes ou des difficultés. Alors, de temps en temps, comme il y a 2 jours, j'ai dit « Oh, la parentalité, c'est dur !» Parce que j'ai un petit coup de blues, tu vois, mais... C'est jamais, je trouve, de l'étalage un petit peu malsain. Ou, enfin, voilà. Bon, après, chacun met ses limites où il veut. Ça, vraiment, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je voulais juste dire, en fait, derrière les photos que vous voyez, il y a un être humain aussi. Et c'est important de respecter ça parce que, oui, il y a du travail, il y a du temps qui est mis en place. Il y a moi, je fais un point d'honneur aussi à répondre à tout le monde. Donc, même si vous m'envoyez un petit message, en général... je vous lis, je vous vois, et donc j'envoie un petit cœur, j'envoie un petit smiley, ou bien je fais merci, enfin, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est important. Et donc, je crois que de dévoiler un tout petit peu de qui on est, ça fait partie aussi du jeu, mais après, c'est à chacun de mettre aussi ses limites. Et qu'est-ce qui t'a fait faire le premier pas pour te montrer? Non, mais en fait, ça je pense que
sur mon blog, en fait, on me voyait déjà souvent parce que je m'amusais à faire des selfies avec les chefs. Pathétique. Vraiment la groupie, tu sais, genre « Oh, chef Marx! Oh, monsieur Wynant! Oh !» J'étais vraiment genre... Mais j'étais tellement folle, toi, j'avais 27 ans, j'étais genre « Oh là là !» Enfin, et enfin, c'était genre la folie pour tout ce qui était Top Chef et tout. Donc, il y a un moment où, en fait, c'était ultra tendance, tu vois, tout le fooding et tout, c'était quelque chose de super tendance. Et donc, là, oui, je montrais ma tête. Et je crois qu'on m'a tout de suite vue, en fait, parce que j'étais pas... Enfin, de temps en temps, est-ce que je postais un peu des photos de moi ? Oui, je crois. Au début, je crois que je calculais tellement pas que j'étais genre, c'est bon. Je mettais des bêtes selfies et voilà. Mais après, voilà, je l'ai mis plutôt en story plutôt que dans mon feed parce que... Sauf si j'ai un portrait à me présenter, tu vois, mais voilà. Ouais. Mais tant mieux, en fait, que tu étais un peu dans les débuts d'Instagram, parce que ça devait être aussi un peu plus facile, entre guillemets, parce qu'on ne s'attendait pas... Enfin, aujourd'hui, on a plus de conscience de tout ce qui se passe quand on met une photo de nous. Oui. Là, t'avais un peu plus de naïveté, vu que c'était les débuts d'Instagram, donc ça devait être plus simple. C'était plus simple, et puis c'était... en fait, c'est très drôle, parce qu'Instagram, si tu veux, ça a démarré d'abord en France, et puis seulement en Belgique. Donc, en fait, moi, j'étais d'abord connue en France. Ah oui, oui. Et puis, la Belgique a débarqué, genre, un an après, ou un truc comme ça. Et donc, c'est là où mes potes ont dit, mais putain, en fait, t'es connue. Non, je suis pas connue, mais oui, j'ai un profil public qui est assez large. Donc, c'était assez drôle. Et c'est vrai que c'était plus facile de démarrer parce que c'était le début des réseaux sociaux, tu vois, même avec Facebook et tout, on n'était pas... on n'était pas dans le calcul, tu vois. C'est sûr que maintenant, moi, je suis devenue maman, je vois un petit peu la dérive aussi de certains réseaux sociaux, et je me dis, ouais, fais attention quand même. Fais attention. Alors, pas pour moi, parce que moi, je suis une grande fille, et que mon image, je suis assez grande que pour me défendre. Et puis surtout parce que je pense que j'ai ce discours-là aussi, parce que j'ai énormément de bienveillance, et que j'ai très peu de haters. Je touche du bois, je touche ma tête quand j'ai ça, mais... donc vraiment, j'ai énormément de chance par rapport à ça. Mais c'est vrai que par contre, mes enfants, en fait, au départ, je les montrais un peu sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai un petit peu rétropédalé. J'ai fait non, ça, je veux plus, en fait. Parce que c'est pas leur choix, c'est pas leur demande. Je sais pas si maintenant, ils sont OK, mais quand ils auront 16 ans, est-ce qu'ils seront vraiment OK ? Tu vois, que j'ai partagé tous ces moments et tout. Donc, oui, il y a encore 2-3 photos, genre sur mes profils Facebook ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que sur Instagram, je les montre plus depuis plusieurs mois maintenant. Ça fait quand même quelques temps. Et personne s'en est rendu compte, donc c'est très bien. Oui, comment vous fonctionnez en fait ? Est-ce que c'est des discussions communes avec ton compagnon par rapport à lui, à vos enfants, à votre vie de famille ? Comment ça fonctionne ? Alors on discute, franchement on discute de tout, parce que pour moi c'est hyper important. Enfin, Marie Gourmandise, ça fait quand même partie de notre vie. Je veux dire, on vit beaucoup d'expériences et beaucoup de choses grâce à Marie Gourmandise, et on en est hyper reconnaissant. Franchement, ça c'est quelque chose où on est... Tu vois, souvent on dit, on reçoit plein de trucs à la maison, on reçoit des jeux, on reçoit de la nourriture, on va partir en week-end. Enfin, moi, je vis des expériences de fou. Tu vois, j'ai jamais été autant reconnaissante de tout ce que je vis de par cette création de Marie Gourmandise. Et donc, pour ça, on est très reconnaissant. On n'est pas du tout genre, on veut pas se prendre la tête ou en disant, oh ouais, non, c'est bon, ça c'est... Enfin, je sais pas comment dire, méprisant, tu vois. Voilà, c'est pas du tout le but. Mais... pour tout ce qui est image, en fait, c'est quelque chose où on discute vraiment beaucoup. Et au départ, on était très cool, que ce soit lui ou que ce soit moi. D'ailleurs, on a beaucoup parlé au tout début de notre relation amoureuse. D'ailleurs, c'est ça que les gens ont retenu quand même souvent. Et parce que j'ai dit, j'ai rencontré un barbu. Et pouf, j'ai fait un selfie avec lui. Et puis, en fait, on emménage ensemble. Après un mois. Et pouf, et tu vois, et alors je montrais les caisses d'emménagement, etc. Et en fait, les gens ont suivi un peu notre histoire d'amour. Et puis très vite, je suis tombée enceinte, et donc j'ai commencé à partager tout ça et tout. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on était, OK, d'accord, on partage ça, mais on va pas commencer à parler de nos problèmes de parents, des problèmes de santé de nos enfants, ou moi, de mes problèmes de santé, ou enfin, tu vois, de notre vie privée, etc. On a beaucoup de chance parce que tout se passe bien. Tu vois, même, on est toujours amoureux, on a acheté une nouvelle maison, on a 2 enfants, enfin, tout va bien, mais que ce soit dans le bon, dans le moins bon... on le partage pas. Ça, c'est notre vie privée à nous, et on est bien d'accord. Et puis maintenant, en fait, même si j'ai une photo que je trouve chouette, je lui demande toujours l'autorisation aussi. Enfin, l'autorisation. Je demande son avis. Son avis. Oui, parce que c'est pas genre, est-ce que je peux ? Mais si, parce que c'est son image à lui aussi, et c'est celle de nos enfants. Et donc, j'estime que je suis pas la seule à décider. Mais c'est un peu une clé de notre couple aussi. On est ultra sur la communication, et on parle de tout le temps. Et donc, en fait...
tout est assez fluide. Donc, cette discussion, on l'a en fait au quotidien, quoi. Ça te fait du bien aussi d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de tout ça, de toute cette vie sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est super chouette. Bah, Jules, il est à fond dedans. Et puis aussi, j'ai ma super pote, Give Me Some Magic, qui elle aussi, donc Letty, qui a fait une reconversion aussi professionnelle. Et c'est chouette parce qu'en fait, c'est vrai que Bon, Jules, il comprend parce qu'il est avec moi dans la vie de tous les jours, mais il sait pas ce que c'est que d'aller à un événement influenceur ou de créer du contenu, d'aller au resto, ceci, nana. Enfin, il sait qu'il doit jouer... Il me dit à chaque fois, il fait... Tu dois jouer le jeu, tu dois jouer le mannequin main ou des trucs comme ça. Enfin, on en rigole, tu vois. Ouais. Mais mes potes, par exemple, quand on va au resto et qu'il y a des choses à faire parce que on doit créer du contenu quand même, tu vois, même si c'est très rapide et que la plupart des gens autour de nous ne s'en aperçoivent pas, on doit quand même faire des choses. Et c'est vrai que d'avoir Letty, par exemple, mon acolyte, c'est hyper gai parce qu'on se comprend, tu vois. Et il n'y a pas de malaise à dire, tiens, attends, on fait d'abord, quand on arrive dans un hôtel ou peu importe, on fait d'abord une séance photo. C'est-à-dire qu'on pose pas les affaires, on se pose pas, on touche à rien. On fait toutes des vidéos, des photos, etc. Et en fait, juste ça, c'est vrai que d'avoir de temps en temps quelqu'un à qui tu peux expliquer ton métier, qui a un métier franchement un peu particulier, ça fait du bien, quoi. Et est-ce que ça t'arrive aussi de ne pas être en train de travailler, mais d'avoir envie de photographier, etc. et te dire, ah non, là, je mets une barrière parce qu'en fait, je suis en vacances, par exemple. Ah oui, faut pas que je travaille. Ça pas, parce qu'en fait, je crois que ça fait partie de nouveau de cette espèce d'authenticité. C'est que moi, j'ai toujours eu envie de partager, tu vois. Et donc, après, je me mets pas de pression. Ouais. Et parfois, je suis en vacances et je fais des vidéos drôles. Genre, je me souviens de cet été, je faisais des vidéos en maillot de bain. Enfin, tu vois, alors que je suis pas du tout en mode genre Kim Basinger ou non, Pamela Anderson, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, c'est pas du tout, on n'a pas le même physique, quoi. Hein, donc, mais c'est là où, en fait, j'ai mon côté qui revient un peu comique et un peu drôle. Et oui, je partage en fait un peu quand j'ai envie, quoi. Mais ça, c'est pour tout le temps. Tu vois, même pendant l'année. Bon, après, j'ai des contrats avec un calendrier éditorial rémunéré où j'ai pas le choix, je dois publier, etc. Mais souvent, tout est créé à l'avance. Donc, en fait, c'est juste un posting que je dois faire. Mais de manière générale, parfois, si j'ai pas envie de cuisiner pendant 2 semaines, je cuisine pas. Tu vois, je crois que c'est un métier où je dois vraiment m'écouter parce que si je le fais par obligation, en fait, ça va se ressentir. Ouais. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Et peut-être que tu tiendras pas sur la longueur. Voilà, et après aussi, c'est juste que c'est un travail qui est très très créatif. Donc tu vois, là par exemple, j'ai tout donné pour les fêtes de fin d'année. Autant te dire que je suis crevée. Je sors d'un Covid, un peu compliqué. Là, je sais que ça fait 3 semaines. Je pense que je suis pas retournée en cuisine, que j'ai pas fait un shooting, que j'ai pas... Ou alors vite fait 2-3 photos de mon sapin, tu vois, mais... J'ai pas créé un gros bazar et c'est ok, tu vois, parce qu'en fait mon cerveau il a aussi besoin de se reposer et que si je force tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment, pas que j'aurai plus d'idées parce que j'ai trop d'idées, mais je crois que mon cerveau peut vraiment faire un meltdown et là ça peut vraiment partir en autre boudin, quoi. Et tu le disais que jusqu'en 2019, donc tu as eu les 2 full-time jobs. Ouais. Comment tu as décidé d'arrêter le pharmaceutique pour être 100% sur Marie Gourmandise? Est-ce que j'ai vraiment décidé? Je ne crois pas. Non, en fait, c'est parce que j'ai deux petits garçons, Louis et Maxime, qui ont 13 mois d'écart. Donc, autant te dire que c'était déjà un peu rock'n'roll, Oui. que j'étais un peu fatiguée, que même ma création sur Marie Gourmandise a été légèrement stoppée. Enfin, pas stoppée, parce que je continue à partager plein de trucs, mais plus le côté famille que le côté food, même si je faisais toujours les deux, mais la famille a pris un peu plus le pli, parce qu'en fait, je pouvais pas faire autrement, c'était pas possible d'être avec un petit bébé, et puis être re-enceinte, et puis avoir 2 petits bébés. En fait, il y a un moment où j'ai juste dû survivre. C'était vraiment ça, le mot, c'était vraiment survivre, parce qu'on était tout seul, on n'était pas forcément aidés autour de nous. Donc, voilà, donc Marie Gourmandise, ça a pris un peu... D'ailleurs, quand tu regardes le feed, tu vois qu'il y a une espèce de trucs qui se passent comme ça, un gap, tu ne sais pas, une faille spatio-temporelle, et puis en un coup, pouf, t'as plein de foot qui revient, t'as plus d'enfants, enfin, ouais. Et puis, en fait, avec le travail, sincèrement, c'était juste, je m'amusais plus. Et je m'amusais plus du tout, et puis ça me satisfaisait plus, et puis ça me correspondait plus, parce que le managing dans le pharmaceutique avait été fort bousculé. Et il y avait une dimension humaine qui était perdue, en fait. Et c'est vrai que l'annonce de mes grossesses n'a pas été ultra bien prise.
pas ultra bien reçu. Et au bout d'un moment, j'ai fait, ok, moi, je suis plus heureuse de me lever pour travailler. Non, stop, en fait. Et c'est une promesse que je me suis toujours faite depuis que j'ai 18 ans et que j'étais en âge de travailler. C'était que le jour où je me lève et que je suis triste ou que je suis pas heureuse d'aller travailler, j'arrête. Voilà. Pour l'instant, Marie Gourmandise, je vous rassure, tout va bien. Mais ce côté-là, voilà, donc en fait, j'ai arrêté tout simplement. Et avec Jules, on s'est dit, OK. Donc là, je m'étais mise en indépendant complémentaire, je crois que à partir de la naissance de Maxime, donc jusqu'au mois de décembre 2019. Et puis le 1er janvier 2020, j'ai dit, OK, je me donne 1 an. 1 an parce que j'avais des indemnités de quand j'ai terminé mon contrat de l'autre côté, etc. Donc j'avais de quoi vivre pendant 1 an. Et je fais, OK, let's go. Et si dans 1 an ça marche pas, c'est pas grave. OK, au moins je l'aurais fait, j'aurais essayé. Et puis, de nouveau, pas de pression. Tu vois, ça marche pas, tant pis. Et puis voilà. Et ça fait 3 ans, 4 ans. Ça va faire 4 ans, non? Ouais, 4 ans, 3 ans. 3 ans. Ça va faire 3 ans, ouais. Ouais, 3 ans. J'entame la 4e année d'indépendante totale. Voilà. Et tu le disais, tu as déjà été indépendante avant, donc est-ce que ça te faisait quand même peur ou tu connaissais Non, j'avais trop les boules. J'avais trop les boules parce qu'en fait, j'ai commencé à bosser dans l'immobilier. Alors, OK, j'ai eu 5 ans de vie, hein, oui. Franchement... Mais quel âge as-tu? J'ai 38 ans. Mais j'ai eu beaucoup de vie parce que, de nouveau, tu vois, je suis quelqu'un de multipotentiel et donc je suis quelqu'un qui adore découvrir. Et une fois que j'ai découvert, tu vois, OK, c'est bon, je peux passer à autre chose. Que je le termine ou pas, tu vois, ça fait partie de moi, c'est OK, c'est acquis, c'est comme ça. Et donc, l'immobilier, c'était très chouette et tout, mais j'avais 24 ans et c'est vrai que je travaillais beaucoup et je gagnais pas assez bien ma vie. Et donc là, j'ai fait, OK, on va arrêter de se mentir. Hein, il faut quand même aussi avoir des sous pour payer ses factures, etc. Et l'indépendant, à ce moment-là, en fait, je crois que j'avais juste pas les épaules, j'avais pas la maturité que pour gérer... le travail d'indépendant, la rigueur de la comptabilité, enfin toutes ces choses-là, même si j'étais bien entourée, mais voilà, je pense que c'était pas le bon moment, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis après, je suis partie donc, dans le pharmaceutique pendant quelques années, 6 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, quand je me suis relancée dans l'indépendant, OK, j'avais appris de mes erreurs passées, tu vois, donc j'ai eu un bon comptable, j'ai eu une bonne gestion, enfin voilà, et puis j'ai surtout un petit mari qui est un pro des tableaux Excel, qui ne sait pas du tout ma tasse de thé, et du coup, ça m'a aussi beaucoup aidée, tu vois, donc voilà. Et tu dis que tu es multipotentiel. Comment tu l'as appris par toi-même ou tu as dû être accompagnée pour déterminer ça? Alors en fait, ça, si tu veux, c'est par rapport aux enfants, où on est avec un de mes garçons qui est hypersensible, sensoriel. Et il s'avère qu'en fait, c'est quelque chose d'héréditaire. Oh. Ah ouais. Et en fait, au fil du temps et au fil des spécialistes qu'on a pu côtoyer, voir pour Louis, machin, etc. En fait, à un certain moment, on est tombé sur une spécialiste dans l'hypersensibilité et puis une autre personne aussi. Et tout le monde m'a dit, Louis, hypersensible sensoriel, vous êtes aussi hypersensible. Je vois, bon, OK, je savais que j'étais un peu émotive, mais quand même. Et en fait, à chaque fois, c'était genre... Le mot multipotentiel est revenu plusieurs fois. Je sais qu'il y a plein de tests possibles à faire, etc. C'est pas quelque chose que... J'ai pas besoin de mettre un mot là-dessus. Oui, j'ai pas besoin d'avoir un certificat pour dire « Ah oui, tu es multipotentiel ». Parce qu'en fait, je le sais. Depuis toujours, en fait, c'est quelque chose où parfois j'ai une idée et... Jules, enfin c'est drôle, mais genre, il y a ça, et puis ça fait pouf, comme ça, dans mon cerveau. Mais vraiment, vous voyez pas, mais c'est genre, il y a mes 10 doigts qui partent en même temps, et ça part dans tous les sens, et c'est vraiment une arborescence tout le temps, en fait. Et donc, je pense que c'est ça aussi la force de Marie Gourmandise, et c'est ça qui fait que ça marche, c'est que j'ai assez d'énergie et assez de créativité pour partir dans tous les sens comme ça, et pour vraiment rebondir et apprendre tout ce métier qu'en fait je ne connaissais pas. Donc la photographie, j'avais jamais tenu un appareil photo de ma vie, j'avais jamais fait de montage vidéo, je connaissais pas la compta, enfin tu vois, voilà. Donc c'était vraiment, je crois que c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidée. Et par rapport à tout ça, justement, le fait que tu aies tout appris par toi, t'inquiète, le fait que tu aies tout appris par toi-même comme ça, ça t'a créé aussi un syndrome de l'imposteur? Ah ben pas du tout. Alors attends, est-ce que j'ai un syndrome si, non. Non.
Attends, est-ce que j'ai un syndrome Non, parce que j'ai des copines qui ont vraiment le syndrome de l'imposteur. Et que moi, je pense que... Parfois, je me dis... Non, si. Parfois, je me dis, genre, je gagne quand même très bien ma vie pour ce que je fais. Et puis après, quand je prends un petit peu de recul, je fais, non, parce qu'en fait, je fais de la publicité. Et j'ai travaillé un peu dans la publicité parce que j'ai un diplôme de communication. Et donc, je connais les budgets publicitaires, que ce soit à la télévision, à la radio, etc., qui sont des montants qui sont très, très élevés. Et que, en fin de compte, en fait, le temps que je passe derrière mon ordinateur, le temps que je passe à faire des shootings, à créer des recettes, à chercher, enfin... En fait, c'est un temps qui est tout à fait valable. Et je crée du temps aussi à créer une communauté, tu vois, à créer un engagement. Quand je dis un engagement, c'est pas genre acheter ce que je vous montre, mais c'est plutôt genre, je vous montre des trucs qui sont vrais. En plus, vous connaissez ma ligne éditoriale, que je veux travailler essentiellement dans le bio, dans le local, dans l'éthique, etc. Et je pense que voilà, ça fait 8 ans que je travaille là-dedans et que maintenant, le budget ou enfin les sous que je reçois par rapport à ce travail, ils sont justifiés. Donc c'est vrai que parfois je me dis, ouais, je gagne quand même bien pour ces contrats et tout. Et puis je fais, oui, mais ça fait 8 ans que tu travailles là-dedans. Donc oui, tu gagnes bien ta vie, mais c'est normal aussi parce que tu as travaillé pour, quoi. Et je pense que, oui, je dis que je prends des jours de congé, mais en fait, je crois que ça fait 8 ans que j'ai pas pris un jour de congé parce que je suis toujours sur les réseaux sociaux. Donc je suis toujours là. Donc en fait, j'ai jamais arrêté de travailler. Même si je m'amuse, donc j'ai pas l'impression de travailler. Attention, hein, parce que... Voilà. Et ça a mis combien de temps, en fait? Donc, quand tu t'es lancé vraiment le 1er janvier 2020, ça a mis combien de temps avant de te dire « Je crois que je peux en vivre, je crois que ça peut être rentable ». Mais en fait, je le savais avant. Oui, parce qu'en fait, je suis pas très courageuse. Hein. Je dis que je me suis lancée, que je me suis donné 1 an, mais en fait, je l'ai fait parce que je savais que c'était viable. Je suis pas complètement irresponsable dans le sens où j'avais quand même deux jeunes enfants et donc c'est pour ça que je me suis lancée comme indépendante complémentaire. Et en fait, en moins de 3 mois, j'avais déjà dépassé le plafond de l'indépendant complémentaire. Et donc, j'ai fait, OK, en fait, maintenant, j'ai plus le choix. Je dois passer à la vitesse supérieure. Et donc, je savais que c'était possible. Et voilà. Donc, oui, non, en fait, je le savais déjà avant de me lancer. C'est pas très courageux, mais... si, ça reste quand mais même ça reste... Ça restait une grosse décision à prendre parce que pour moi, c'était genre, je me lance comme indépendante. C'est vraiment, dans la tête de beaucoup de gens, ça reste une grosse décision. Après, moi, j'ai toujours le côté où ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, je trouverai autre chose à faire et c'est OK, quoi. En fait, c'est aussi le fait qu'il y a plus que toi, tu peux compter que sur toi. Voilà, c'est ça. Il y a que moi. Et en plus, comme j'ai un peu des difficultés à travailler avec les autres, pas que j'aime pas les gens, mais c'est juste que dans ma manière de fonctionner, en fait, c'est très dur pour moi de travailler en équipe parce que j'ai mon cerveau qui va vraiment très vite et je suis très fatigante pour les autres aussi. Vraiment, c'est compliqué. Donc, je dois vraiment reposer que sur moi-même. Je peux pas apprendre une stagiaire ou je peux pas apprendre une assistante parce qu'en fait, c'est pas possible. Donc, je peux vraiment compter que sur moi. Et c'est OK. Tu n'imagines pas un jour avoir un employé ou une employée Non, je crois pas. Et je crois pas d'autant plus que, en fait, je pense que du coup, Marie Gourmandise, en fait, perdrait un petit peu cette espèce de cachet d'authenticité parce que c'est moi qui suis derrière les réseaux sociaux, tu vois. Et donc, je comprendrais pas qu'il y ait quelqu'un qui écrive ou qui réponde aux commentaires à ma place ou que les gens aient un message mais qui viennent pas de moi. Enfin, je sais pas. Voilà. Puis, je ressens pas le besoin d'avoir une assistante. Je crois que je gère bien toute seule, en fait. Comme je suis hyper organisée, en fait, c'est OK. Mais puis, il y a aussi un truc, c'est que j'ai mon travail, en fait, ma quantité de travail est définie par ce que je suis capable de faire. Et aussi parce que c'est pas du tout dicté par l'argent. Donc ça, je pense que c'est important de le savoir aussi. C'est que je choisis pas un contrat parce que je suis richement dotée à la fin. Parce que sinon, je travaillerais pas dans le bio et dans le local. Oui, c'est ça. Mais donc, du coup, mes contrats sont vraiment guidés par le cœur. Et s'il y a un contrat qui matche pas, ça matche pas. Et je vais pas prendre 10 contrats parce que ce sera bien payé, quoi. Tu vois, je préfère en prendre un qui aura beaucoup de sens pour moi et pour le partage que je vais en faire, plutôt que 10 qui seront bien payés. Donc, je pense que ça change aussi la donne au niveau du temps de travail. Et c'est dur de dire non à un contrat, à la fois parce que c'est l'argent qui ne rentre pas, et à la fois aussi... comment la personne en face va prendre le fait de dire non, quoi. Ouais, alors ça, c'est... j'ai un mojo pour ça, c'est dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Et donc, quand je dis non, là, par exemple, cette année, pour les fêtes de fin d'année, pour la première fois, j'ai refusé un contrat d'un gros client avec lequel j'avais l'habitude de travailler, mais pour qui, en fait, ça faisait 2 ans où j'étais un peu genre...
c'est quand même pas ouf. Ah oui. C'est quand même pas ouf ce contrat parce que je trouve que les valeurs sont pas. Je savais qu'elles étaient pas ok ma communauté le savait et à chaque fois que je partageais, j'avais toujours des commentaires genre ouais mais bon c'est pas très écologique après le recyclage. Je disais oui c'est vrai et donc cette année pour la première fois j'ai dû dire non. Et ça a été très compliqué, mais du coup, j'ai vraiment expliqué en disant, ben voilà, en fait, la ligne éditoriale de Marie Gourmandise, en plus, cette année, je l'ai encore renforcée, vraiment encore plus dans mon bio, dans mon local, dans mon éthique. Et vous dire oui à vous maintenant, en fait, ça va porter préjudice et à moi, et à vous, parce qu'en fait, vous allez faire une publicité, mais qui va rencontrer un écho négatif parce que ma communauté ne sera pas réceptive. Et je l'ai vraiment expliqué comme ça, de manière très, très bienveillante, et ils ont bien compris. Et ils ont fait « Ok, pas de souci, on comprend, c'est dommage, mais on comprend ta position et merci de nous l'avoir présenté comme ça parce qu'on va pouvoir l'expliquer à notre client parce que c'était pour une agence, enfin, un client via une agence. Et donc voilà, mais je crois que si tu le fais vraiment de manière sincère, correcte, bienveillant, voilà. Donc, ouais. Comment fonctionne en fait ton travail comme ça au quotidien? Enfin, donc il y a le studio, il y a les 2 bouquins qui sont sortis, il y a donc le blog culinaire, il y a les réseaux sociaux. Comment tu organises ton temps? Alors mon temps, comment est-ce qu'il est organisé? Bah ça dépend. En fait, non, que ce soit livre, blog, réseaux sociaux, en fait, tout part du même point, c'est-à-dire la création. Donc, en fait, moi d'abord, je passe mes soirées, on va dire ça comme ça, le nez dans des livres de recettes ou sur Pinterest pour trouver des inspirations, des idées, etc. Donc, je voyage quand même beaucoup sur les internets, comme on dit, pour trouver de l'inspiration. Et puis, je vais créer des recettes, donc ce soit en vidéo ou en photo. En fait, là, parfois, je peux partir dans des délires de création. Et donc, pendant une journée, je peux te tourner 5 vidéos ou te faire 10 shootings. Enfin, vraiment, je peux vraiment partir genre... voilà, enfin, vraiment en étincelle, quoi, dans tous les sens. Et puis après, je vais retravailler mes shootings, je vais faire les montages, etc. Donc, en général, je fonctionne par poste, tu vois. Il y a d'abord le poste shooting, et puis le lendemain, je vais faire un poste montage, édition. Et puis après, une fois que tout ça est fait, soit j'ai le temps et je prépare du coup mes textes à l'avance, via des planificateurs, etc. Et puis après, le dernier moment, c'est je poste, tu vois. Mais quand je crée, en fait, sur les réseaux sociaux, après, je le poste sur mon site internet. Et voilà. Donc, en gros, ça se met comme ça. Pour les livres, ça a été différent parce que, par exemple, le dernier livre, c'était très drôle. De nouveau, en fait, j'ai fonctionné de la même façon que quand je crée, sauf que là, j'avais pris une photographe avec moi, donc qui est une amie, c'est Elodie de Seninck. Donc, j'avais établi la liste de recettes. Et donc, en fait, moi, j'avais toutes les recettes dans ma tête. En gros, c'était ça. Et donc, on a fait tous les shootings de recettes. Et puis est arrivé Monsieur le Covid. Et donc là, j'ai dû écrire le livre en entier pendant le confinement avec les 2 enfants. Ouais, c'était un peu rock'n'roll quand même. Donc, je me donnais 3 heures d'écriture par jour pendant 6 semaines. Et voilà, et j'ai écrit le livre comme ça. Donc vraiment, tu vois, on avait d'abord toutes les photos, et puis après, j'ai écrit toutes les recettes, le contenu du livre et tout. Et puis après, on a fait l'editing, etc. avec l'éditeur. Donc voilà. Ça fait quoi d'avoir tes recettes sur vraiment du papier, quoi, dans un livre, comparé au blog Pardon, c'est super cool. Je suis désolée, je suis un petit peu malade, et donc du coup, vous m'entendez souvent renifler. Je suis vraiment désolée. Mais donc, d'avoir un livre de recettes, franchement, je trouve ça chouette. Et c'est surtout, en fait... je trouvais ça encore plus chouette quand je vois la tête de mes enfants à chaque fois qu'ils voient le livre et qu'ils font « Oh, maman !» En plus, mes enfants pensent que je m'appelle vraiment Marie Gourmandise. Donc, j'essaye vraiment de leur apprendre que j'ai un vrai nom de famille. C'est mignon. Et donc, ouais, mais ils sont très fiers. Mais toi, parfois, ils vont à l'école, ils font « Moi, ma maman, elle s'appelle Marie Gourmandise. » Et je donc, c'est assez mignon. Mais donc, oui, c'est très chouette quand même d'avoir le support du livre. Et puis, même, en fait, c'est des idées que je fais régulièrement parce que je trouve qu'il y a de très chouettes recettes aussi sur mes réseaux sociaux avec des chouettes photos et que je peux tout à fait les imprimer dans un album photo. Tu sais, par exemple, tu vas sur Rosemood et des trucs comme ça et tu peux te faire toi-même ton propre livre de recettes et je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça chouette d'avoir ses propres recettes à soi parce que ma grand-mère, elle avait un livre de cuisine que j'ai ici aussi et c'est trop chouette, quoi. Ouais, c'est vraiment cool. Et donc là, on est dans ton studio. Oui. Déjà, pourquoi tu avais envie d'avoir vraiment
une pièce à toi? Une pièce dédiée à moi, parce que en fait, quand je suis partie du laboratoire pharmaceutique et que je me suis lancée à mon propre compte, j'étais genre, mais il me faut un endroit où le matin, je me lève et je pars au bureau. Parce qu'en fait, sinon, pour moi, c'était très compliqué de errer dans la maison. Et donc, on avait cette pièce. Et avant, en fait, cette pièce, c'était la salle de jeu de mes enfants. Quand même, horrible maman. Tu leur as volé leur salle de jeu? Oui, je leur ai volé la salle de jeu, mais en fait, en discutant avec mon mari, écoute, moi, j'ai des tables de shooting, j'ai plein de matériel derrière moi, il y a trois armoires qui sont remplies d'assiettes, de couverts, etc. Je pouvais pas laisser tout ça partout dans la maison, en fait. Donc, j'ai tout condensé ici. Et puis, je me suis dit, en fait, parce que parfois, il y a des vidéastes qui viennent, il y a des photographes, il y a des journalistes et tout. Donc, je me dis, c'est quand même bien d'avoir un endroit dans la maison où je peux tout centraliser et c'est OK, quoi. Et comme ça aussi, les gens ne se baladent pas partout dans ma maison, dans mon salon. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le studio. Et c'est un studio que j'ai réfléchi dans le sens où tout est... Bon, je vais bientôt peindre les murs, c'est prévu. Mais tout est modulable, en fait. Donc, je peux tout enlever, je peux tout remettre. Donc, quand on a des shootings vidéo, on a besoin de place. Parfois, on se retrouve à 5. Même des shootings photos, parce que j'ai déjà shooté des livres ici. Ça permet quand même de circuler facilement. Justement, oui, tu dis que tu collabores avec des vidéastes, des photographes, etc. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu crées ces collaborations, en fait? Est-ce que c'est à la demande des clients et que tu ne dois pas travailler toute seule? Comment ça fonctionne? En fait, ça dépend. Donc, parfois, il y a des clients... par exemple, j'ai shooté là pour un magazine, pour le L. Et là, en fait, eux, ils avaient un contrat et ils avaient besoin de quelqu'un pour écrire les recettes et exécuter les recettes. Et donc, j'ai fait, OK, pas de souci. Donc, du coup, en fait, là, j'ai prêté l'image de Marie Gourmandise. Il y a parfois aussi où c'est par exemple là il y a un livre pour un institut qui voulait écrire un livre de recettes pour justement donner à ses clients et ils avaient toutes les recettes mais ils savaient pas faire des shootings photos donc en fait nous on a exécuté toutes les recettes et là de nouveau tu vois moi j'aurais pu faire et les photos et la cuisine mais comme le temps était très court j'ai appelé une amie photographe qui est spécialisée dans le domaine food. Parfois j'ai aussi des contrats à l'année. Au mois de janvier je signe pour un contrat de 12 mois et je sais que j'ai 12 vidéos à réaliser sur l'année. Plutôt que d'en faire une tous les mois, en fait là je vais moi contacter un vidéaste en disant écoute voilà on va travailler 2 jours, on va tourner les 12 vidéos et puis comme ça en fait moi je sais qu'au mois de janvier tout mon contenu jusqu'au mois de décembre il est OK, il est déjà fait. Et voilà, et en fait c'est aussi un calcul de temps et de rentabilité parce que je me dis oui je peux tout faire toute seule, mais il y a un moment aussi où si je le fais à 2, je gagne du temps. Et faire appel à des professionnels, même si moi j'ai du mal à travailler avec des gens, mais un professionnel en photo ou en vidéo ne va pas travailler de la même façon que moi. Et je les contacte en fait pour avoir cette plus-value-là aussi. Et donc ça me fait gagner beaucoup de temps, et donc en fin de compte, ça me fait gagner de l'argent aussi. Et donc pour moi, je trouve que c'est un bon deal. Et comment tu fais pour gérer aussi, donc il y a tout l'aspect création, mais comment tu fais pour gérer tous les contacts clients et les agences qui te contactent, etc. Enfin, ça doit être aussi un boulot... Mais ça va, écoute, bizarrement c'est OK, j'ai pas de retard dans mes mails. En fait, comme je travaille tous les jours, tu vois, je réponds en fait. Et puis j'ai des petits systèmes D, c'est-à-dire que dans mes boîtes aux lettres, j'ai des réponses types, tu vois, parce que je reçois beaucoup de propositions pour des événements ou bien pour des marques qui ne correspondent pas du tout, comme des marques de soda pétillant, noir et plein de sucre, pas du tout local et éthique. Là, j'ai des réponses toutes faites en fait, et donc je fais, c'est une réponse très polie. Et je personnalise juste le bonjour Élodie, par exemple, virgule. Et puis j'envoie la réponse. Et donc en fait, ça me fait gagner énormément de temps parce que je réponds pas personnellement à chaque mail, même si tout le monde a sa réponse personnelle. Mais voilà, il y a des réponses en fait qui partent automatiquement et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour moi. Donc, c'est important pour toi de rester vraiment dans ta ligne éditoriale et puis aussi de ne pas, entre guillemets, mentir à ta communauté, quoi. Bien sûr, parce que, en fait, moi, je pars du principe que, attention, je parle essentiellement de tout ce qui est bio, local et éthique. Après, je reste un être humain, tu vois. J'adore aussi manger un Twix, ou manger un Kinder. c'est OK. Mais par contre, je vais pas en faire la promotion parce que derrière, c'est pas des belles valeurs que j'ai envie de promouvoir et j'ai pas envie de dire aux gens « Allez-y, mangez ça !» Non, c'est exceptionnel dans le cas de temps en temps, mais j'ai pas envie d'utiliser mon image et ma force de
de voix, enfin je sais pas comment le dire, tu vois, pour faire de la publicité pour ça, tu vois. Donc je reste quand même beaucoup dans le bio, dans le local, dans l'éthique. Et pour moi c'est important parce que ce sont des belles valeurs, je pense que c'est le futur aussi. J'y croyais déjà il y a 8 ans, j'y crois encore plus aujourd'hui. Là je suis en train de reprendre une formation dans l'alimentation vivante et durable. Excellent. Pour justement encore plus intensifier. Alors attention, parce que c'est très complexe en cuisine. Que ça prend beaucoup de temps. Et donc, je suis en train de simplifier les codes pour justement amener cette cuisine de manière plus rapide et plus facile pour les gens qui travaillent. Parce que moi, passer 4 heures en cuisine tous les jours en plus du travail, ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc oui, pour moi, je pense qu'il faut rester dans ses valeurs et voilà, et les gens qui me suivent savent aussi pourquoi je présente tel produit ou telle marque, parce que ça me correspond. Voilà. Et puis de toute façon, quand je sors de ça, je sais que les gens après, ils sont pas contents, donc ça sert à rien. Voilà. Et on en a un peu parlé avant d'enregistrer, mais donc tu préfères le terme créatrice de contenu plutôt qu'influenceuse. Ouais. C'est fou parce que j'ai enregistré un épisode juste avant aussi avec, pareil, un créateur de contenu qui lui non plus n'aime pas ce mot influence. Ouais. Pourquoi, toi, tu ne l'aimes pas ? Pourquoi est-ce que j'aime pas le mot influenceur ? Déjà parce que c'est très mal connoté. J'estime pas influencer la vie des gens. Oui, c'est ça. La vie, et elle, l'apostrophe, la vie. Ouais. Tu vois ? Donc, je suis pas... Moi, je suis là juste pour présenter quelque chose, pour mettre, en fait, un produit en valeur et dire, il est cool, ce produit, tu vois ? Mais, ou il est bon pour ta santé, ou c'est OK, mais... C'est toi qui décides si tu as envie de l'acheter ou pas. Enfin, tu sais, c'est comme quand tu regardes la télé, c'est pas parce qu'on te présente, je sais pas moi, une marque de toaster que forcément tes toasts ils seront meilleurs parce que c'est ceux-là, tu vois. Et tu le sais, toi, quand tu regardes la télé, tu vois. Donc, et puis il y a aussi ce côté influenceur, tu vois, qui a été un petit peu mal connoté avec les téléréalités. Donc, en France, là, avec tout ce qui est les ch'tis ou, enfin, je sais pas quoi, enfin, toutes les conneries comme ça, Nabila, les anges, etc. Où, en fait, il y a une agence Enfin, c'est des agents d'influenceurs, en fait, qui leur font faire de la publicité, mais qui mettent en avant des produits chinois, des produits... Enfin, tu vois, moi, comment expliquer ? Moi, quand tu présentes un produit, par exemple, tu présentes un shampoing, pour reprendre le shampoing de Madame Nabila, et que la semaine d'après, tu représentes un autre shampoing en disant « Ouais, mais en fait, c'est celui-là le meilleur. » Et puis la semaine d'après, tu présentes encore un autre truc, et tu te dis « Mais... elle est où ta crédibilité, tu vois ?» ça. Et ça, c'est de l'influence. Ça, c'est vraiment quelque chose où on te dit « je t'en parle pour que tu achètes ». Et ça, c'est de l'influence. Moi, je trouve que la différence quand je fais de la création de contenu, c'est que je vais te choisir du chocolat ou... Enfin, non, c'est peut-être pas un bon exemple, le chocolat, c'est pas très bioéthique, mais je sais pas, moi, le chou-fleur de mon maraîcher d'à côté, tu vois. Et je te dis « tu vois... » Essaye de consommer tes légumes dans ton potager ou essaye de consommer tes légumes qui sont de saison. Juste ça, tu vois. Et j'essaye de mettre ça en avant, tu vois. Et je pense que c'est pas de l'influence. Je pense que c'est juste... je crée des recettes pour dire... En fait, c'est cool aussi, les choux-fleurs de saison, quand c'est de saison, tu vois. et voilà, et j'estime pas que je fasse de l'influence. C'est pas très clair, mon explication, mais... pour moi, il y a une grosse différence entre de l'influence et de la création de contenu. Et parce que je crée un contenu artistique, photographique, en vidéo, voilà, des recettes, j'écris des textes. Enfin, tu vois, ça, c'est quand même... Il y a une dimension pas artistique, parce qu'écrire une recette de cuisine, on ne va pas dire que c'est artistique, mais il y a toute une démarche de création derrière. Et donc, c'est pour ça que je trouve que créateur de contenu, ça a plus de sens que influenceur. C'est plus un partage que de l'influence, quoi. Exact. Et puis moi, enfin voilà, perso, je m'en fous si tu l'achètes ou pas après, le truc, tu vois, mais... Parce que j'ai toujours refusé les trucs, les liens d'affiliation, parce que je veux pas avoir d'avantage sur les produits achetés, les trucs comme ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc voilà, c'est pas ça, mon métier. Quand je dis que je suis pas guidée par l'argent, c'est... Voilà, l'argent, ça paye juste à payer mes factures, point. Et à vivre convenablement, ça, c'est sûr, parce que c'est important. Mais j'ai pas dans le but de devenir riche dans ma vie, tu vois. Je veux juste que ma vie, elle ait un sens. Donc voilà. Et là, t'as l'impression de le trouver dans le métier que tu fais ? Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que je m'amuse, je garde mon indépendance aussi, parce que je suis quand même un petit oiseau fou, qui papillonne comme ça dans tous les sens. Mais je suis OK, tu vois, et je suis contente de ce que je fais, et je suis fière de ce que je produis, et de ce que je sors, de ce que je montre.
je suis contente de pouvoir partager ça avec mes enfants et de dire, ok, je leur montre pas de la merde, tu vois. Pardon, je leur montre pas de la crotte. Oh, tu peux dire ce que tu veux aussi. Non, mais tu vois, c'est... Quand je travaillais dans le pharmaceutique, tu vois, j'avais cette dimension quand même où, ouais, c'était pas très beau comme métier, tu vois. C'était un métier qui était guidé par l'argent et le profit, et c'était pas un métier qui était guidé par le cœur ou genre je vais soigner des gens, tu vois. Non, c'était pas ça. C'était genre je vends des médicaments et Ouais, c'est ça. c'était quand même moins beau que ce que je fais maintenant, où il y a un vrai retour à la terre, il y a un respect aussi de la nature, il y a... ça fait un peu genre Cyril Dion ici, mais j'ai vraiment envie de montrer toute la beauté qui nous entoure, en fait, et le respect qu'en fait, tout ce que toi, tu manges de base, en fait, c'est le seul lien que tu mets entre le monde extérieur et ton monde intérieur à toi. Donc, le monde, la terre et ton organisme interne, c'est la nourriture, en fait. Et donc, si tu manges vraiment mal, bah, tu te fais du mal à toi tout seul, quoi. Et donc ça, c'est pas OK pour toi. Et puis après, pour la nature, c'est pas OK non plus, quoi. Et tu as eu des retours aussi de producteurs, de maraîchers, de coopératives et tout, par rapport au travail que tu fais justement de rappeler l'importance des saisons, etc. Oui, bah là, en fait, si tu veux, je suis même maintenant je travaille avec la PAC-W, donc, qui est une agence de promotion de l'agriculture wallonne. Ouais. Donc, je suis très, très fière de travailler avec eux. Ça fait 3 ans maintenant. Et mon but, c'est vraiment d'essayer d'amener un maximum les familles, les gens à consommer bio et local. Enfin, local, en tout cas. Bio, ça, c'est mon petit combat perso, mais parce que je trouve que, en fait, si on mange bio, on respecte et son corps, mais surtout la terre. Et donc ça, oui, enfin, tu vois, parce que, genre, je fais plus mes courses au supermarché depuis longtemps. Alors attention, j'ai quand même toujours petit proxy à côté, là, pour aller acheter un beurre ou, tu vois, un truc qui manque, etc. Mais je me fournis essentiellement chez des maraîchers ou chez un petit magasin de vrac ici pas très loin qui s'appelle Kilogramme, à Rixensart. Je fais la promotion. Et oui, enfin, tu vois, ils sont contents parce que je leur donne aussi une place, je leur parle, je leur donne de la visibilité, même si je parle pas non plus toujours d'une ferme en particulier, mais les producteurs de manière large, tu vois, et qui font un travail de dingue, parce qu'on se rend pas compte que la dureté de ce travail, c'est fou, quoi. Et ils font ça pour nous donner à manger, nous. Enfin, donc, merci, quoi. Enfin, merci à eux. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais je suis hyper reconnaissante d'avoir des gens comme ça qui font ce métier qui est super dur, qui est super compliqué. Encore plus quand on s'attelle à tout ce qui est permaculture. Enfin, c'est... Voilà. Même là, j'ai rencontré il y a pas longtemps Louis Simon de la ferme Simon. Donc, c'est un producteur de viande et un boucher. Et c'est un gars qui est ultra passionné. Il a 24 ans. Il amène lui-même ses bêtes à l'abattoir 2 fois par semaine. Enfin, il y a vraiment des gens qui sont merveilleux et qui font un travail de fou et qui sont dans la bienveillance et dans l'accompagnement, que ce soit animal, végétal, etc. Et c'est vraiment important de les mettre en avant. Et t'as vu un regain d'intérêt de la part plutôt du public depuis que t'as lancé Marie Gourmandise? Tu vois un regain d'intérêt pour justement la production locale Oui, quand même, franchement, là, je pense qu'en fait, il y a 8 ans, quand je parlais déjà du bio, du local et des saisons, parce que pour moi, c'était... j'ai jamais trop pigé, en fait, les gens qui mangeaient des fraises en hiver ou des tomates ou... Voilà, c'est pas... Je comprenais pas, mais je trouve que maintenant, en fait, avec l'urgence climatique, je pense que ça s'est vraiment accéléré. J'espère juste, sincèrement, que ce soit pas un effet de mode et que les gens vont pas se détourner de ça parce qu'effectivement, ça coûte, entre guillemets... Enfin non, c'est faux. Je vais pas dire que ça coûte plus cher parce que quand tu fais vraiment tes courses de manière consciente et juste, tu ne payes pas plus cher. Nous, ça fait 8 ans qu'on mange bio, qu'on mange local et de saison. Par contre, on réduit certains postes. C'est sûr qu'on mange un peu moins de viande, mais on mange la meilleure viande, on mange moins de poisson, mais on mange du meilleur poisson. Du poisson qui est pêché de saison aussi, oui, parce qu'en fait, surprise, il y a des saisonnalités pour les poissons. Voilà. Donc oui, en fait, ça ne te coûte pas plus cher d'acheter bio. Par contre, si tu vas au supermarché et que tu achètes du bio, là, ça te coûte plus cher. Parce que, en fait, tu passes du producteur à un intermédiaire, un grossiste, et puis au revendeur qui est le supermarché. Donc, en fait, tu as 2 postes supplémentaires. Donc oui, si tu te fais tes courses essentiellement au supermarché, le bio te coûtera plus cher.
Mais si tu vas au marché, si tu vas... parce que je sais qu'à Bruxelles, il n'y a pas forcément des maraîchers, etc. Bien qu'il y a plein de systèmes maintenant de paniers, etc. Ouais. Il y a le système de e-farms aussi qui est très bien... qui est très bien fourni en légumes. C'est d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec eux parce que je trouvais que leurs produits étaient super quali et très facile quand t'es maman et que t'as pas le temps d'aller faire tes courses, etc. Donc oui, il y a un regain, franchement, je trouve qu'il y a un regain d'énergie, un regain, pas d'énergie, Peut-être d'énergie aussi. ouais, mais au niveau d'intérêt, au niveau de l'alimentation bio, locale, éthique, ça certainement. Et j'espère juste que c'est pas un effet de mode. Bien que aussi, moi, j'ai grandi aussi avec ma communauté et que maintenant, en fait, les gens qui me suivent, c'est aussi des parents. Et que quand on est parent, on fait un peu plus attention que quand on est étudiant. Donc, j'ai pas trop ce regard sur les students. Mais bon, quand je vois des influenceurs qui font de la pub pour HelloFresh, je me dis, pardon, désolée, je balance, mais je me dis, en fait, non, peut-être que les gens sont pas encore tout à fait prêts. Ouais. Donc, ouais. Mais parfois, ce qui est compliqué, c'est de sortir de sa petite bulle, entre guillemets, pour voir ce qu'il y a. Parce qu'on a l'impression, oui, il y a plein de gens qui mangent local, etc. Mais en fait, c'est la bulle qui nous entoure qui est comme Exactement, c'est ça. Mais bon, je me dis que s'il y a 31 000 personnes autour de moi qui le font déjà... C'est déjà pas mal. Putain, c'est ouf. Donc, je me dis, voilà, je crois qu'on a on a une voix, tu vois, on peut se faire entendre, on a une fenêtre de visibilité et je pense que c'est important d'utiliser cette voix pour bien se faire entendre et pour distiller les bons messages, quoi. Donc... force à Marie Gourmandise. Et justement, quels sont tes futurs projets, futures envies pour Marie Gourmandise ? Écoute, c'est un gros chantier. Je suis justement en train de voir une coach pour ça parce que c'est très très chouette tout ce que je fais, mais je me dis tiens, c'est quoi le futur, tu vois ? Ce sera quoi après les réseaux sociaux ? Ce sera quoi ? Parce que bon, on va pas se mentir, tu vois, les réseaux sociaux c'est cool, mais j'ai pas envie d'être une vieille sur les réseaux sociaux non plus. Attention, j'ai rien contre les vieux sur les réseaux sociaux, mais c'est juste que à chaque âge, c'est plaisir, tu vois. Et donc, du coup, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'aimerais bien recommencer des ateliers de cuisine, sincèrement. Mais avec une espèce de dimension sur le long terme. Donc, pas genre, tu viens faire un cours et puis c'est terminé. Tu vois, c'est plutôt un cours sur une année. De faire des cycles de cuisine en lien avec les cycles des saisons. Un petit peu comme Véronique Taburio de l'École Vivante faisait. Donc, c'est un cycle dans ma cuisine. Parce que je trouve que ça, c'est chouette. Je pense qu'il pourrait y avoir un réel impact aussi. Et puis surtout, un réel échange physique, humain, avec des gens. Maintenant, c'est quelque chose... Il faut de la logistique. C'est pas quelque chose que je peux acquérir dans ma cuisine. Ou ici, dans mon studio, j'ai pas la place. Donc, ce sont des projets qui peuvent se mettre en place, mais qui vont prendre du temps. Peut-être un 3e livre aussi. J'aimerais bien. Voilà. Si jamais vous m'entendez, chers éditeurs, oui, je dis bien. Et quoi d'autre ? Continuer, en fait. Continuer ce que j'ai toujours fait, ce partage, cette authenticité, ce partage de recettes, parce que moi, c'est quand même toujours très jouissif. Tu vois, d'avoir des contrats, des chouettes contrats à mettre en place, etc. Et voilà. Et tu as le sentiment d'avoir beaucoup appris sur toi avec toute cette aventure de Marie Gourmandise ? Bah ouais, de ouf. En fait, déjà, j'ai découvert que j'étais multipotentielle. C'est pas mal. Ce qui est pas rien. Oui, c'est clair. J'ai découvert aussi que, en fait, j'étais quelqu'un de super créatif et que même quand j'étais jeune, je pensais que j'étais pas très capable parce que j'avais des problèmes justement de concentration, j'ai pas fait des grandes études, je travaillais toujours beaucoup plus que les autres pour réussir plus, enfin tu vois. Et j'ai jamais excellé dans rien. Et en même temps, c'était ok, tu vois, moi tant que je vivais convenablement, tu vois, que j'avais de l'argent pour payer les factures, etc., je me suis jamais trop posé de questions. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup de choses. Et toute seule. Parce que Marie Gourmandise, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai tout créé de A à Z. Toute seule. Et que même si demain, je commence un nouveau projet ou que j'aurai quand même toujours toute cette... tout ce que Marie Gourmandise m'a appris m'aidera à démarrer le futur projet, quoi. Tu ressens un peu de fierté quand même ? Ah ouais, beaucoup. Ouais. Enfin, c'est de la fierté, oui, et c'est surtout énormément de gratitude. Je crois que je suis...
Tu vois, en fait, c'est très drôle parce que je parle de Marie-G et c'est comme si j'avais une double identité, Oui. tu vois. Donc, il y a Marie, moi, Marie Van Blade tous les jours, etc. Puis, il y a Marie-G. C'est mon double, tu vois, c'est mon double créatif et c'est l'image sur les réseaux sociaux, etc. Mais elle est super cool, Marie Gourmandise. Et je suis vraiment fière d'elle parce que elle s'est pas laissée attraper par le système non plus. Je me suis pas laissée aveugler par le succès, la reconnaissance, même si je suis pas, attention, en mode genre je suis pas une star. mais c'est vrai que souvent on me reconnaît dans la rue, tu vois, et les gens en fait ils sont drôles quand ils me voient, ils me font genre hé Marie Gourmandise, ou alors ils me regardent un peu et pouf, ouais, c'est vous? Ouais, c'est moi. Tu vois, et donc du coup non, c'est chouette. Moi je suis fière de tout ce qui a été créé, et puis je suis très pleine de gratitude par rapport à tout ce que je reçois aussi au quotidien. Je vais te poser la dernière question du podcast. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce que j'aimerais oser faire? Ça peut être aussi personnel comme professionnel, quoi, comme tu veux. Qu'est-ce que j'aimerais faire bonne question. Tu sais quoi, je crois que tout ce qui est... Mais c'est un travail qui est en maturation, tu vois. Mais je pense que tout ce qui est des cycles de conférences, tu vois, genre aller à la rencontre, mais concrète, tu vois, d'un public pour distiller des messages. C'est juste que je sais pas ce que je raconterais. Tu vois, c'est comme l'histoire du podcast. J'adorerais créer un podcast parce que je trouve que le format est juste ouf et que c'est trop chouette. Mais que, de nouveau, je ne sais pas quoi raconter. Et en même temps, je pense que j'ai des tonnes de choses à raconter, mais que je ne sais pas quoi. Donc, et en même temps, là, ça fait déjà 1 heure que tu racontes des choses, donc t'en as à raconter. Pas de causer. Mais oui. Mais donc, ouais, je pense que j'ai énormément de choses. Et puis je connais sur beaucoup de sujets, parce que je suis quelqu'un de très mental, et donc je lis énormément, j'apprends, et j'ai toujours besoin d'apprendre. Je suis, pour ceux qui savent, une visionnaire du troisième œil. Et donc, j'ai quand même toujours besoin d'apprendre. Et donc, je connais beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, je pense que je pourrais tenir très longtemps, mais il faut juste que je trouve le sujet. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Salut. Merci, Marie, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et en vous abonnant à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à soutenir financièrement Compose via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.